Bienvenue sur l'Espace Proud. Aujourd'hui, je reçois Corinne Vanier, qui est fondatrice de Pelvie Physio, dans le fond, qui aide les femmes à réduire leur inconfort puis à vraiment s'épanouir dans le cadre de la santé pelvienne, santé sexuelle en général. Fait que bienvenue, Corinne. Je suis contente de te recevoir pour une deuxième fois aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir invitée encore une fois. Ça me fait plaisir. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler de l'entraînement en lien avec tout ce qui relève plus de la sphère entraînement. Présentement, en tout cas, je parle pour le studio parce que c'est là que je vis mon quotidien. On a ressenti un gros baby boom suite à la pandémie. On a beaucoup de femmes, soit qui tentent d'être enceintes, qui sont enceintes, qui ont vécu des grossesses dans les derniers mois. Puis je pense que l'entraînement un peu en lien avec la grossesse pré-postpartum, c'est un peu mitigé. On dirait qu'il y a des avis de plusieurs professionnels que c'est plus ou moins clair. Fait que je voulais vraiment qu'on fasse quelque chose pour les informer puis d'avoir une ligne directrice à ce niveau-là. Fait que pour commencer un peu, je pense qu'on voulait mentionner la référence de où est-ce qu'on s'était basé dans l'intention du podcast aujourd'hui. À l'instant. Donc, toutes mes recommandations sont basées sur les derniers guides de pratique clinique du American College of Obstetricians and Gynecologists qui date de 2020. Donc, c'est assez récent. Puis, eux ont fait une revue de la littérature. Donc, c'est une source qui est fiable. Ceci étant dit, ça reste qu'on vous conseille d'écouter votre médecin, que peu importe c'est quoi les autres recommandations que vous avez, l'important c'est d'écouter votre corps aussi. Puis il est possible que vous ayez eu des recommandations qui soient propres à votre situation. Fait qu'on vous invite à vous écouter. Néanmoins, on voulait vous outiller pour l'entraînement. Fait que dans un premier temps, mettons que on commence, mettons, je tombe pas moi, je ne suis pas enceinte parce que quand j'ai fait les stories pour savoir un peu si les gens avaient des questions, puis vraiment ramasser le bagage des gens en lien avec l'entraînement, avec la grossesse, j'ai plein de gens qui m'ont écrit en pensant que j'annonçais ma grossesse puis que je te faisais venir sur le podcast pour parler de ça. J'étais comme non, pas vraiment, ce n'est pas le cas. Mais ceci étant dit, mettons qu'on a une femme qui tombe enceinte, en lien avec, mettons, l'entraînement, c'est quoi les premières choses à regarder? Tu sais, on va faire comme tout le parcours. Oui, bien, je peux peut-être commencer par mes principes généraux, comme qu'est-ce qu'on veut respecter en général chez la femme enceinte pour être sûr que ce qu'on fait, c'est comme correct. Parce que même si je me suis basée sur une source fiable et j'ai fait quand même des recherches là, pour essayer de trouver des guidelines un peu plus spécifiques, l'affaire, c'est qu'il n'existe pas de guide si spécifique et si précis que ça parce qu'il y a trop de variabilité, j'ai l'impression. C'est vraiment comme du cas par cas. Mais les principes généraux à respecter, c'est que toutes les femmes enceintes peuvent s'entraîner tant qu'ils n'ont pas de recommandations contraires de leur médecin. Puis c'est quand même assez rare, là, les conditions de santé chez la femme enceinte qui vont faire qu'on ne peut pas s'entraîner. Là. Fait qu'il faut que ça soit une contre-indication ou une complication spécifique, là, vraiment pour que le médecin dise, bien là, tu peux pas t'entraîner, tu peux pas faire d'impact. Si c'est pas le cas, on peut s'entraîner durant toute la grossesse sans problème, mais on ne doit jamais avoir de symptômes pelviens. Donc, pas d'incontinence urinaire, pas de douleur pelvienne et ou lombaire et ou vaginale, toutes ces choses-là. Pas de lourdeur non plus, là, donc de symptômes de prolapsus ou d'organes qui descendraient. Donc ça, c'est comme un peu mon guide. Fait que quand une cliente me dit, ben je peux-tu faire ci, je peux-tu faire ça quand je suis enceinte, ben je regarde, est-ce que ta grossesse, as-tu une complication, as-tu des contre-indications du médecin? Non. Est-ce que tu as des symptômes quand tu fais ton activité? Oui, j'ai des fuites quand je cours. Ah, OK, là, on va réajuster. Fait que c'est vraiment cas par cas selon comment que chaque femme se sent. Puis quand on a des symptômes, on va pas arrêter le sport. On va modifier qu'est-ce qu'on fait pour ne plus en avoir. Fait que soit on va pouvoir diminuer la charge, le volume, l'intensité de ce qu'on fait pour voir si ça peut diminuer nos symptômes, voire les enlever en fait. Le but, ça serait ça. / en parallèle, on voudrait faire une rééducation du périnée parce que si on a des symptômes pelviens, c'est parce qu'on a peut-être des dysfonctions, en fait, probablement des dysfonctions au niveau musculaire de notre périnée et ou de notre transverse qui sont en train de s'installer, qui fait que maintenant, on a des symptômes en faisant des activités qu'avant, on n'avait pas de symptômes. Fait qu'autrement dit, mettons, le fait de s'entraîner, c'est que ça va comme, pas déclencher, mais c'est comme si, vu que c'est plus dans l'intensité, ça va nous démontrer qu'il y a quelque chose qui s'installe parce que ça va demander davantage de stabilisation? Oui, parce qu'il y a davantage de poids à supporter. Fait que tout part de là.
poids du bébé, prise de poids de la maman, on parle d'une 30aine de livres en plus. Fait que là, cette charge-là supplémentaire, ça peut être comme la goutte qui fait déborder le vase, qui fait que mon muscle il est plus capable là, de fournir l'effort demandé. Mais si en plus de ça, on rajoute des charges, des sauts, des entraînements par intervalle, ben là, ça peut faire ressortir des symptômes parce que là, on dépasse la capacité de notre muscle à nous supporter quand on fait l'activité. Puis si on dépasse la capacité du muscle de stabilisation, de continence, de stabilisation lombaire, bien là, on entre dans la compensation. Fait que là, on va voir l'abdomen qui gonfle au lieu de se stabiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on pousse sur nos organes au lieu de les soutenir. Fait que toutes ces choses-là peuvent s'installer comme assez insidieusement, puis ça peut devenir après ça les patrons de mouvements que notre corps va choisir en postpartum. Fait que si je m'entraîne, je dépasse ma capacité, j'ai des fuites, je suis mal stabilisée au niveau abdominaux-pelvien, lombaire, bien, mon corps, quand que je vais arrêter d'être enceinte, il va pas comme catcher de même que « Ah oui, non, c'est vrai, c'est comme avant qu'il fallait faire. » Il va continuer de travailler de cette façon-là. Fait que là, peut s'en suivre d'autres genres de symptômes ou des douleurs au dos qui s'installent parce qu'il va garder ces patterns-là d'activation un peu... erronés, là, je dirais, ou qui sont pas les bons chemins qu'ils devraient prendre. Fait que l'autre règle d'or, comme d'entraînement durant la grossesse, c'est la stabilisation abdominale adéquate. Mm-hmm. Si on n'a pas ça, on n'est pas en train de faire la bonne chose. 100%. Ouais. Moi, de ce que j'avais lu ou j'avais vu du moins, c'est que, parce qu'il y a beaucoup, puis là, je parle pour ma clientèle parce que c'est avec elle que je travaille 6 jours par semaine, 90 heures semaine, fait que je vis un peu la grossesse au travers de leurs entraînements aussi. Je te file, moi aussi, avec ma clientèle. Mais c'est le fun en même temps parce que moi, j'ai pas la chance d'avoir des enfants encore, fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a tellement de sujets qui sont tabous, qu'on parle pas, tu sais, des peurs, des incompréhensions, des choses qu'on est comme, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Puis honnêtement, on se pose pas les questions avant d'être rendu là. Puis le fait d'en parler, je pense que ça ouvre justement les sujets de discussion, puis ça nous permet d'aller chercher l'information. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'appréhension puis de peur aussi, surtout dans le cas d'une première grossesse. On dirait que les femmes sont soit toutes ou pantoutes. Il y en a qui arrêtent complètement de s'entraîner parce qu'ils ont peur, mais au contraire, dans plusieurs études, c'est démontré que justement l'entraînement est indiqué, surtout là, on s'entraîne un entraînement qui est bien fait, dans une intensité qui est bien gérée en fonction de la capacité du corps, mais ça va être indiqué pour tout ce qui est diminution des risques lors de l'accouchement, diminution des risques d'apparition de douleur, notamment au niveau du dos aussi, parce que justement, ben, on s'entend que vous avez quand même, pour les femmes qui sont enceintes, vous avez quand même une certaine charge pondérale à l'avant du corps. Votre point de gravité, il n'est pas pareil comparativement habituellement, dans le sens où c'est comme si on vous rajoutait vraiment un sac de 20-30 livres en avant. Fait que, tu sais, vos muscles à l'arrière sont pas habitués d'être dans cette position-là aussi. Fait que le fait de vous entraîner, ça va être quelque chose qui va être super indiqué, mais encore une fois, avec les bons paramètres. Fait que je pense que c'est d'un peu de diminuer cette anxiété-là en, justement, allant chercher de l'éducation, entre guillemets. Oui. Puis, tu sais, il faut aussi questionner à savoir, la femme qui décide d'arrêter de s'entraîner, qui te le nomme, je pense que je vais arrêter de m'entraîner parce que je suis enceinte. C'est quoi sa peur en arrière de ça, tu sais? Est-ce que c'est une peur qui est fondée? Est-ce que c'est juste comme des oui-dire? Parce que c'est démontré qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de lien entre l'entraînement physique, même de haute intensité chez une femme qui était déjà active avant la grossesse, on s'entend, de travail prématuré, de fausse couche ou de risque pour le développement du fœtus. Il n'y a pas de lien qui lie l'entraînement à ces choses-là. Fait que ça allait de questionner aussi de quoi elles ont peur pour comme leur apporter les réponses qui pourraient potentiellement... les apaiser là, par rapport à leur peur. Là. Ouais. Ouais, une autre règle d'or aussi que j'avais lue ou j'avais entendu par rapport d'un kinésiologue, c'était que justement, dans un cas de grossesse, c'est que tu gardes tout le temps sensiblement la même intensité que tu avais avant, mais tu ne vas pas nécessairement augmenter dans le sens où tu recommences jamais un nouveau sport. Fait que, mettons, tu n'as jamais couru de ta vie. De commencer enceinte, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais si tu étais quelqu'un qui courait vraiment souvent avant, tu peux continuer de courir dans une intensité qui est égale ou inférieure. Même chose pour l'entraînement en termes de charge. Ce qu'il disait, c'est que il était préférable de pas nécessairement chercher à être dans la performance puis à augmenter tes charges, mais de plus les maintenir puis de continuer à être actif. Est-ce que c'était un peu les recommandations que tu avais lues? C'est exactement ça que j'allais dire, qu'on n'est pas dans la performance qu'on est durant la grossesse. Puis ce qu'on veut favoriser le plus possible, c'est, oui, l'activité physique, parce que je peux te donner ce qui est la recommandation minimale, qui est quand même pas mal, finalement. C'est 150 minutes d'activité cardio d'intensité moyenne par semaine. Fait que c'est 5 fois du cardio 30 minutes. C'est quand même beaucoup, là. Il faut être moyennement active là, pour comme intégrer tout ça. Fait que ça, c'est recommandé pour toutes les femmes enceintes
à moins de ce qu'on a dit au début, là, contre-indication puis machin. Mais l'autre chose la plus importante, c'est d'écouter son besoin de repos. Puis je pense que c'est ça que les femmes font pas assez, soit dans leur vie, en général, avec leur cycle menstruel, et ou dans leur phase de grossesse. Ils vont comme vouloir toujours être comme pousser leurs limites, là, puis être comme non, je suis pas fatiguée, je serai fatiguée demain, ou tu sais, whatever. Faut écouter son besoin de repos, particulièrement durant la grossesse, c'est vraiment important, là. Ça, c'est démontré que comme si t'arrives à ton accouchement comme complètement vidé, fatigué, ça va être plus difficile, là, de traverser le marathon physique que c'est que l'accouchement. Puis l'entraînement, c'est comme une préparation aussi physique pour ça, parce que les demandes physiques sont énormes, là, quand on accouche. Donc, s'entraîner puis être actif physiquement, ça nous donne la capacité là, physique, là, l'énergie aussi pour avoir les skills là, pour accoucher bien puis que ça se passe bien puis qu'on soit pas comme au bout du rouleau, là, au bout d'une courte période de temps. Mm-hmm. Oui, 100%. Puis justement, l'entraînement, pendant la grossesse, on parlait, oui, que c'est une préparation pour l'accouchement, mais que autant que de bouger, c'est important, mais que de se reposer, justement, c'est important. Mm-hmm. Mais je pense que le lien qu'il y a à faire, c'est tout le temps d'être dans l'écoute de son corps parce que vous êtes la seule à être dans votre corps, à ressentir ce que vous ressentez, à justement vivre un peu cette belle expérience-là qui est de bâtir justement un bébé à l'intérieur de votre ventre, puis c'est que ça reste demandant quand même pour le corps aussi. T'sais, vous êtes quand même dans la création de quelque chose, dans le sens que des fois, quand on y pense, on banalise ça, oui, tu sais, être enceinte, mais quand même créer la vie. Ah non, c'est vraiment intense. C'est vraiment intense. C'est en train de créer la vie à l'intérieur de ton corps, justement. Fait que de pas négliger ça non plus, que ça a une demande énergétique, ça vous demande du gaz. Fait que de justement être plus bienveillante peut-être envers les attentes que vous avez par rapport à vous-même, par rapport à l'entraînement, autant au travail aussi. Oui, parce que, ben tu l'as dit, c'est comme un peu banaliser les demandes sur la femme durant la période de grossesse puis ou sur la période postpartum aussi, là. Fait que c'est demandant, puis oui, c'est une période avec plus d'enjeux, puis tu sais, c'est important de s'écouter, là. Fait que moi aussi, c'est l'approche que j'ai toujours. Ce serait quoi les bénéfices, mettons, justement, à rester active pendant sa grossesse? On a parlé justement du volet diminution des risques en lien avec l'accouchement, des douleurs, mais y a-t-il autre chose que ça vient... Oui. Ce qui est démontré, là, comme que j'ai trouvé dans les guides de pratique clinique, c'est la réduction du risque de diabète de grossesse, de prééclampsie, réduction du risque de césarienne aussi, fait que plus de chances d'accoucher par voie naturelle, réduction du risque de dépression postpartum et meilleure récupération postpartum aussi. Fait que ça a plein de bienfaits. Mais je pense, pour tout ce qui est comme santé mentale, là, on n'en parle pas assez là, de la dépression postpartum. C'est super courant. Puis le fait d'être active physiquement, c'est vraiment bénéfique pour tout ce qui est comme humeur plus dépressive et toutes ces choses-là. Là. Fait que je pense que pour ça aussi... c'est bon de le mentionner, là, que ça peut aider à ce niveau-là. Pas juste au niveau comme du physique que ça prend pour accoucher, mais au niveau comme de la force mentale que ça demande, de s'adapter à tous ces changements-là, de négocier l'anxiété parfois qui vient avec l'accouchement qui arrive, avec l'arrivée d'un bébé si c'est une première grossesse, et tout ça, là, tous ces nouveaux changements de la maternité. Des nouvelles choses. Oui. Mais 100%, je pense que, tu sais, justement, l'entraînement, tu sais, la place d'entraînement dans une vie d'une femme, ça reste une grosse thématique. Mais de base, souvent, il y a beaucoup d'entraînements de femmes qui vont être initiées dans le domaine de l'entraînement parce qu'ils vont vouloir changer, tu sais, optimiser des choses au niveau de leur corps ou qui vont simplement vouloir s'accomplir dans un autre domaine, que ce soit de commencer à courir, de commencer à faire un sport XY quelconque. Puis je pense que de fil en aiguille, on découvre beaucoup d'autres bienfaits en lien avec l'entraînement, que ce soit pendant la grossesse, post-grossesse ou simplement dans la vie d'une femme en général. Parce que le fait d'être dans l'entraînement aussi, ça vous amène à être dans le moment présent. Il y en a qui vont parler de moment présent, d'être dans un cours de yoga, d'être dans la méditation, mais il y a possibilité aussi que l'entraînement vous amène la pleine conscience, même si, de façon générale, ça ne va pas être identifié comme une... oui, ça va être identifié comme une façon de diminuer son stress, mais de façon pas anatomique, mais biologique,
techniquement, on va aller dans quelque chose plus en douceur pour diminuer notre stress, tandis que l'entraînement va être un peu plus en activation. Néanmoins, ça peut être une belle façon de justement canaliser votre stress, votre anxiété, de vous ancrer dans le moment présent, parce que souvent, on le voit beaucoup, des filles, ils rentrent dans le gym, sont super stressées, que ce soit la vie familiale, le travail, la vie, tout court, qui vont rentrer dans le gym, quand ils vont ressortir, ils vont être dans complètement un autre état d'esprit. Fait que je pense que déjà, inculquer ça dans vos habitudes de vie avant le postpartum, ça peut vraiment prévenir, sans nécessairement prévenir la dépression postpartum, mais de vous outiller pour que, advenant le cas que c'est le cas pour vous, bien, ça vous permet d'avoir déjà les outils en place. Puis c'est beaucoup plus facile de reprendre une activité que vous avez déjà été capable d'intégrer, que vous connaissez. Il y a beaucoup moins d'anxiété aussi. Par exemple, si vous êtes déjà allé au gym, vous connaissez déjà les gens là-bas, vous savez à quoi vous attendre, vous savez où mettre votre sac, où mettre vos bottes, où mettre... Tu sais, des fois, ça peut être juste des petites choses comme ça. Là, mais c'est apaisant pour comme quelqu'un qui vit plein de changements puis qui veut pas une source de stress supplémentaire en s'abonnant à une place qu'elle connaît pas en postpartum. Puis c'est intéressant ce que tu nommes au niveau du stress parce qu'on peut en parler un peu, là, mais il y a un lien démontré clair là, avec l'activité physique d'intensité élevée puis la diminution du stress parce que ce qu'on veut faire quand on veut diminuer notre stress, c'est oui, on peut être plus dans la douceur, la pleine conscience, et des stratégies qui sont efficaces et backées par la science. Mais ce qu'on veut, c'est faire un reset de notre système nerveux puis de passer de notre système sympathique à parasympathique. Puis l'activité physique, tu sais, quand on vit un stress, c'est un peu comme notre corps fait pas la différence entre est-ce que je me fais courir après par un ours pour de vrai ou je suis juste pognée dans le trafic. Genre, la réaction physiologique dans le corps est la même. On a les mêmes symptômes quand on vit une anxiété qui est comme perçue ou qui est réelle. Fait que ce qu'on veut montrer à notre système nerveux, c'est que là, c'est correct de passer à autre chose. Puis quand on n'a pas de stratégie efficace pour faire un reset de notre système nerveux, on reste pris avec notre anxiété. Puis quand on va se mobiliser, fait qu'aller faire de l'activité physique, courir, whatever, comme bouger notre corps, c'est comme si on se faisait courir après l'ours, comme si l'ours nous courait après puis qu'on faisait la course. Fait que là, notre cerveau, quand on a terminé ça, dit « Ah, c'est beau, on a pris la fuite, c'est fini, on n'est plus stressé. » Fait que c'est comme vraiment primitif là, dans notre cerveau, comme comment ça se module, le stress, puis tout ce que tu as nommé aussi, là, la pleine conscience, le yoga, ça reste un peu plus l'activité physique aussi, c'est toutes des choses qui vont vraiment... Mais l'activité physique, que ça soit de l'entraînement au gym ou comme du plein air, c'est vraiment, vraiment bénéfique pour gérer son anxiété, puis s'assurer que ça ne vient pas à des niveaux où on n'est plus capable de reprendre le dessus. Tu sais, c'est là qu'on veut pas se rendre, là. 100%. Ouais. Fait que je pense que pour une femme, justement, qui débute une grossesse, du moins, ça peut être... Ou, tu sais, du moins que tu prévois tomber, tu sais, éventuellement enceinte, d'inculquer des saines habitudes de vie, de l'activité physique, déjà à la base, c'est que tu te facilites la vie, j'ai l'impression, pour toute l'année à venir, autant le pendant que le postpartum. Puis ce que tu fais comme activité, honnêtement, tu sais, c'est de faire quelque chose que t'aimes, qui est dans la bienveillance avec ton corps aussi, dans le sens où, tu sais, nous, c'est sûr, moi, au studio, je vais dire, oui, on va faire les entraînements, ça va être le fun, mais ça se peut que toi, pour toi, ça soit d'aller faire de la randonnée, ça soit d'aller faire des cours de yoga prénatal, ça se peut que ce soit, peu importe c'est quoi l'activité, tant que ça te fait du bien puis ça fait bouger ton corps, c'est autant valable aussi, tout dépendamment de l'intensité, bien entendu. En lien plus aussi, je pense qu'il y avait la course aussi qu'on voulait aborder. On a abordé tout ce qui était en termes d'entraînement. On pourra aller peut-être plus en profondeur dans les recommandations plus tard. Mais en termes de course aussi, il y a beaucoup de mythes et réalités, de désinformation en lien avec la course pendant la grossesse, comme de quoi que ça pourrait créer potentiellement des problématiques. Oui, c'est faux. En fait, la course, c'est correct. On peut courir jusqu'à terme, là, si on veut. Théoriquement. Mais c'est que si on respecte les principes du départ que j'ai nommés, c'est-à-dire pas avoir de symptômes. Fait que l'affaire avec la course, tu sais, il n'y a pas de contre-indication pour une maman qui était coureuse avant. Fait que, tu sais, c'est pas un sport qu'on veut nécessairement débuter durant la grossesse. C'est pas que c'est impossible de le faire. C'est juste que quand on veut faire notre course, on veut pas de symptômes. Donc, pas de fuite, pas de lourdeur vaginale, pas de douleur au dos, pas de douleur au périnée. Les chances sont que plus je vais progresser dans la grossesse, plus ça se peut qu'il y ait des symptômes qui ressortent parce que là, la charge augmente, tu sais, le poids qui augmente, bébé qui grossit, il y a des impacts. Puis là, il y a fort à parier qu'on va atteindre un turning point où notre muscle sera peut-être plus capable de nous supporter. Puis là, il y a une petite fuite qui va apparaître, une douleur au dos. Puis c'est plus ça qui va amener les mamans à arrêter que le fait que c'est contre-indiqué. Fait que puis le bébé, lui, il est dans son liquide amniotique, là. Fait qu'il n'y a aucun choc, là. Lui, c'est comme...
dans une piscine, là, tu sais. Il n'y a pas de risque pour le fœtus du tout, là, surtout si c'était une maman qui courait avant. Mais c'est les inconforts pelviens et ou articulaires qu'elle va ressentir qui va plutôt l'amener à diminuer, soit le volume, y aller avec des intervalles, diminuer la vitesse, voire arrêter rendu en fin de grossesse parce qu'elle sera plus confortable. Fait qu'on veut pas persister avec ce sport-là si on a des symptômes. Parce que là, on se met à risque de soit empirer nos symptômes, de développer des tensions, d'avoir une grande pression qui est mise sur nos organes, descente d'organes potentiels. Fait que c'est plus ça l'enjeu. Fait que de ce que je comprends, peu importe c'est quoi l'activité, tant qu'il n'y a pas de symptômes, de façon générale, on peut la maintenir. Puis après ça, j'imagine que, mettons, on commence à avoir des symptômes. Avant de complètement arrêter l'activité, ça va être de jouer sur les paramètres. Fait que, mettons, la course, de diminuer l'intensité, diminuer la durée, faire des intervalles. Exact. Puis de s'attarder à voir, ben peut-être que là, ça serait le temps de commencer à faire des exercices de stabilisation abdominale et de plancher pelvien, périnée. Ça veut dire la même chose. Fait que soit idéalement, on fait du renforcement et des assouplissements, tout ça en même temps, là. Fait que de faire des exercices, oui, de contraction, relâchement du périnée pour augmenter la force et l'endurance, mais aussi faire des exercices d'assouplissement pour pas avoir un périnée qui est tendu, ce qui limiterait ma capacité de renforcer mon muscle, là. Quand je parle d'étirement, ça peut être fait soit avec le doigt, soit avec le partenaire, tu sais, les fameux étirements comme pour prévenir la déchirure. Fait que ça peut être un vraiment bon complément à les exercices de renforcement de type Kegels qu'on va souvent prescrire aux femmes enceintes, là. Ouais. Puis tu veux-tu en parler un peu davantage, justement, les fameux Kegels? Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance ou qui va consulter une physio-périnale avant l'accouchement. Tu sais, souvent, on le voit souvent que c'est après, mais justement, avant, de façon générale, j'imagine que toi, tu vas le recommander, là, sans vouloir... Bien, parce qu'avant, on est plus dans la prévention, hein. Puis, tu sais, l'être humain étant ce qu'il est, on est plus en réaction souvent à un problème que dans la prévention. Fait que c'est pour ça qu'il y a plus de femmes qui vont consulter en postnatal, parce que là, ils ont des problèmes. Fait que là, ils consultent parce qu'ils veulent régler leurs problèmes. Mais il y en a quand même beaucoup durant la grossesse qui veulent comme prévenir, savoir... comment bien pousser, comment étirer leur périnée, prévenir la déchirure. Fait que ça, c'est toutes des choses qui peuvent être faites. Mais les Kegels, je le recommande toujours, mais au début avec un paramètre plus de proprioception. C'est-à-dire, je vais être certaine que la personne, elle comprenne bien comment activer complètement le muscle dans toute son amplitude. Fait que faire une contraction qui est complète, comme si on retient urine, sel et gaz. Mais après ça aussi, de focusser sur un relâchement complet. Souvent, c'est ça qui est escamoté, c'est qu'on ne relâche pas complètement. Mais notre muscle du périnée, on devrait le contracter puis le relâcher toujours dans sa pleine amplitude. Pareil comme quand on contracte puis on relâche notre biceps. On n'arrête pas à moitié du range là, avec notre poids. Ça fait comme pas de sens, mais c'est pareil avec notre périnée. Ça fait pas de sens de juste tout le temps contracter puis de relâcher partiellement. C'est comme si, tu sais, je faisais mon exercice de biceps en fin d'amplitude en gardant tout le temps mes coudes pliés. Fait que ça, c'est pas efficace de renforcer un muscle comme ça. Mais comme c'est un muscle qui est interne, quand je dis je commence avec des paramètres de proprioception, c'est que souvent, ça demande un certain temps de s'habituer à comprendre comment il fonctionne, ce muscle-là, parce qu'il est dans notre corps, on le voit pas. Oui, il y a une amplitude de mouvement, mais c'est tout du ressenti interne. Fait que c'est plus... ça demande un petit peu plus de patience puis d'attention pour comprendre comment il fonctionne. Un coup que je suis certaine que la femme, elle a compris comment contracter, relâcher, elle me dit je sens bien mon relâchement. Mais là, on peut aller avec plus des paramètres de renforcement, fait que changer la position de l'exercice, endurance, allonger le temps de l'exercice. Puis, à titre informatif, là, si on a une force adéquate puis une endurance adéquate, on devrait être capable de faire 3 séries de 10 contractions maintenues pour 10 secondes en position debout, sans sentir que notre muscle relâche avant la fin de notre contraction. On le sait que notre muscle est en train de nous lâcher quand on arrive pour relâcher notre contraction, puis on est comme, je sens rien. C'est parce que ça avait relâché petit peu par petit peu pendant ton temps de contraction. Fait qu'on devrait toujours sentir bien qu'est-ce qu'on fait. Je pense que c'est là l'erreur commune. C'est comme, je fais mes Kegels, mais dans le fond, je sens pas tant ce que je fais ou je sens pas le relâchement. Donc, c'est peut-être probablement inefficace. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu recommanderais, mettons, que quelqu'un s'est fait prescrire, donner des exercices, puis là, elle n'a pas l'impression de bien se sentir. As-tu des astuces?
Quand on le sent pas bien, souvent, c'est parce qu'on relâche pas bien. Fait que soit on peut adresser les tensions, fait que tenter de relâcher manuellement avec des exercices d'auto-traitement qu'on peut faire ensemble, soit avec une approche virtuelle ou en présentiel avec la thérapeute, si on confirme qu'il y a des tensions, ou faire aussi des exercices de respiration profonde, puis d'aller sentir comme à l'inspire le muscle du périnée comme qui se détend complètement pour aider à faciliter un peu le relâchement à l'aide d'autres choses que juste la volonté de mon cerveau qui dit « Allez, relâche », mais là, on dirait que mon muscle, il relâche pas, tu sais. Fait que ça facilite le relâchement, ces choses-là. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conscience aussi, d'exercice en pleine conscience, d'être consciente de son corps. Puis pour certaines, je pense que ça peut représenter un défi, justement, parce qu'on n'a pas... c'est pas quelque chose, comme on mentionnait tantôt, qu'on apprend à l'école de, OK, être en pleine conscience de son corps, puis comprendre comment contracter son transverse, son périnée. On dirait que c'est quelque chose qui est tellement nouveau, j'imagine, en termes de grossesse. Puis comme tu avais mentionné, je pense que la clé, c'est la patience. Oui, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme en étant pressé. Plus on reprend conscience de ce muscle-là, plus on peut le faire en faisant n'importe quoi. Tu sais, moi, j'en fais pour être conséquente avec ce que je donne à mes clientes, je fais des contractions de Kegels à tous les jours en me brossant les dents en position debout. Je suis capable de me brosser les dents puis de faire ça. Mais au début, quelqu'un qui n'est pas habitué, ça se peut qu'il faut qu'elle soit vraiment en position statique, vraiment concentrée, pour comme bien prendre conscience. Mais à un moment donné, quand le chemin est clair entre le cerveau, c'est ça la proprioception, c'est de sentir comment notre corps bouge dans l'espace. Mais des fois, les chemins sont comme dans brousse un peu. Là. Fait que là, c'est juste comme de clarifier ces chemins-là pour que le sentier soit clair entre notre cerveau puis notre muscle, puis par où on passe, puis comment on envoie la commande. Puis un coup que ça, c'est clair, puis que c'est pratiqué à répétition, on n'a pas besoin de refaire ce travail-là toutes les fois. Là. Mm-hmm. C'est comme au début. Que c'est plus challengeant. Mais une fois qu'on comprend la twist après ça, c'est ça. Ça va bien. Exact. Puis le fait de faire justement des Kegels, d'être vraiment plus... tu sais, de préparer un peu cet accouchement-là, qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice concrètement? Bien, en faisant les Kegels, on s'assure que la capacité musculaire, autant au niveau de la force que de l'endurance, continue d'être adéquate au fil de la grossesse, plus la charge augmente. Parce que je vais me pratiquer, idéalement, en position debout, si je suis capable. Si je suis débutante puis je manque de force, ça va peut-être être en position couchée ou 4 pattes ou assise. Mais disons que je suis debout, bien, la charge, elle va augmenter parce que mon poids va augmenter avec la grossesse puis mon périnée travaille de haut en bas. C'est mon hamac de soutien. On l'a dit comme dans l'épisode 1, là, mais juste pour restituer. C'est sûr, l'expliquer pour les femmes qui l'ont peut-être pas. C'est parti. Fait que pour celles qui écoutent en audio, on vous invite à aller sur YouTube directement à l'Espace Sprout pour voir le modèle anatomique. C'est très important. On a notre périnée qui est situé sous notre bassin, qui s'attache devant sur la symphyse, sur le coccyx en arrière puis sur mes ischions. Puis c'est le hamac de soutien pour mes organes où il y a 3 orifices, l'urètre, le vagin et l'anus, qui est la sortie du rectum. Donc, ce muscle-là va travailler en se contractant, en faisant une aspiration puis en faisant une élévation. Fait qu'il travaille toujours vers le haut quand il se contracte, puis vers le bas, il fait une descente quand on a un effet comme de relâchement. Puis c'est ça qu'on devrait sentir à l'intérieur. Quand on fait notre contraction, on devrait sentir que ça aspire, ça monte, ça élève comme vers le nombril. Puis quand on relâche, on devrait sentir que ça descend, puis genre ça rouvre comme une fleur. Fait que ça, c'est comme ça qu'on sait si on fait une bonne action avec notre muscle. C'est quoi donc la question? Je me rappelle plus où je suis comme, qu'est-ce que je disais? Je pense qu'on parlait c'est parce que je trouvais ça pertinent. La charge. La charge, oui, c'est ça, parce qu'on parlait de la boîte, de la canne, je pense qu'on s'en allait là. Non, la charge, c'est que, vu qu'il travaille vers le haut, quand je travaille debout, sa charge, c'est le poids du corps. Donc, si je travaille vers le haut, si je travaille debout, puis le périnée, lui, il travaille toujours vers le haut, la charge va augmenter avec la grossesse. Fait qu'en faisant les exercices de Kegel durant la grossesse, je m'assure de ne pas développer de symptômes parce que c'est comme si je faisais du renforcement progressif avec la charge pour mes bras, par exemple. Bien, mon muscle va comme gagner en volume, là, il va comme avoir une hypertrophie là, musculaire. Mais c'est ça qu'on voudrait là, pour prévenir les symptômes pelviens. Si on n'en fait pas, bien là, la charge augmente, mais la force, ça reste pareil. Fait que là, c'est quoi des chances qui arrivent? Bien, le muscle n'est plus capable de se retenir à certains moments où la charge devient trop grande. Genre, je saute puis j'éternue en même temps, puis je me penche. Bien là, ça se peut qu'il y ait une fuite parce que là, la charge était grande. En plus, il y avait un mouvement qui donnait de la pression vers le bas, vers le muscle. Fait que là, il n'est plus capable
de retenir la continence. Puis ça, ce qui va arriver, c'est, tu sais, mettons, incontinence urinaire. Est-ce qu'il y a incontinence aussi fécale qui peut rentrer en ligne de compte aussi? Oui, ça, c'est possible. L'incontinence fécale, c'est beaucoup associé à une déchirure grade 3 ou 4 lors de l'accouchement. Je peux peut-être parler des grades de déchirure tout de suite. Fait que nos grades on a 4 grades de déchirure. Grade 1, ça va être les tissus périvaginaux, là, fait que vraiment tissu superficiel. On n'atteint pas vraiment le muscle du périnée. Grade 2, on a tissu superficiel plus les muscles du périnée. Grade 3, tissu superficiel, muscle du périnée et sphincter anal externe. Donc, on a une déchirure, juste pour le petit visuel, là, qui partirait de la fourchette postérieure du vagin. Si on visualise une horloge, le clitoris étant à midi, puis le bas étant vers l'anus à 6 heures, mais on aurait une déchirure qui part de la fourchette postérieure à 6 heures jusque vers l'anus. Puis là, on viendrait atteindre le sphincter anal externe. Puis, grade 4, on atteint le rectum à l'intérieur et le sphincter anal interne. Fait que là, on a nos sphincters, c'est comme nos bouchons d'étanchéité. Fait que le sphincter externe est comme volontaire. Mais là, si j'ai une atteinte, si j'ai une déchirure, genre du tissu adhérent, le muscle ne travaillera plus exactement à tes souhaits de la même façon. Fait que ça augmente le risque d'incontinence fécale, d'avoir une déchirure grade 3 ou 4. Puis en termes de pourcentage, on a 75% des femmes qui ont un grade 1 ou 2, 3 à 7% des femmes qui ont un grade 3 ou 4, donc quand même pas tant que ça. Puis, fait intéressant, 51% des femmes qui font les exercices d'étirement du périnée, genre exercice de physio là, pour prévenir la déchirure, durant la grossesse, ont un périnée intact. Fait que c'est possible d'avoir un périnée intact. Fait que c'est faux là, de dire toutes les femmes déchirent à l'accouchement, là, malgré les stats que je viens de dire. Là. Si on se met en action pour faire de la prévention, c'est vraiment possible d'avoir pas de déchirure partout. Là. C'est intéressant quand même. Ça l'encourage à faire les exercices. Oui. Des fois, il y en a qui sont... on parlait du volet patience. Des fois, il y en a qui sont découragés, qui sont comme, de toute façon, tu sais... Va déchirer pareil. Tout le monde va déchirer pareil, mais en tant que tel. Fait qu'on voit clairement qu'il y a une incidence sur si tu fais tes exercices sur la récupération postpartum. Oui. Puis si on vient un peu, là, on a parlé de tout ce qui était plus en lien avec l'accouchement, mais mettons qu'on vient à l'entraînement parce qu'on va parler aussi de l'entraînement post-grossesse aussi en lien avec les déchirures, les maux potentiellement au niveau du périnée qui peuvent en s'en suivre. Ceci étant dit, pour l'entraînement pendant certains trimestres, est-ce qu'il y a des recommandations différentes, mettons, premier trimestre vs deuxième trimestre? Non, j'ai pas réussi à trouver ça. Puis je pense pas que ça existe. Fait que si on trouve ça sur Internet en faisant des petites recherches, là, on se méfie parce que c'est vraiment du cas par cas, comme j'ai expliqué au début. C'est selon nos symptômes, c'est selon est-ce qu'on a des fuites, de la lourdeur, de la douleur qu'on va adapter nos activités. Fait qu'il y a rien qui est proscrit dans le 3e trimestre. Là. C'est pas parce qu'on est en fin de grossesse qu'il faut arrêter toutes nos activités. C'est notre corps qui va nous parler puis qui va nous le dire. Mais il n'y a aucune activité qui est contre-indiquée. Tu sais, la seule petite affaire, c'est comme tout ce qui a un risque de chute plus élevé ou des sports de contact. Oui, ça, 100% que... En fin de grossesse. Mais sinon, tu sais, même les impacts, même le CrossFit, là, il n'y a pas... tu sais, si on tombe sur un article de blog qui dit « faut arrêter la course en fin de grossesse », c'est faux. Ça dépend de comment on se sent dans notre corps. C'est ça. C'est pour ça que c'est un peu complexe parce que, tu sais, j'ai pas de réponse one size fits all. C'est vraiment... C'est important si on est actif puis on veut rester actif puis bien le faire, d'être accompagné par les bonnes personnes parce que c'est une zone un petit peu floue, là. Je pense que ça dépend de chaque grossesse, chaque femme, chaque condition aussi. De façon générale, nous, les recommandations qu'on avait eues, c'était justement d'être à l'écoute de son corps, de surveiller les signes et symptômes, tu sais, comme on a mentionné tantôt, tout ce qui était fuite urinaire, inconfort. Il y avait ce niveau-là aussi. Il y avait tout ce qui était flexion antérieure du tronc qui pouvait augmenter la pression intra-abdominale qu'on évitait. Fait que tout ce qui est crunch, mettons, ça, on évitait le plus possible. Je peux te préciser aussi. Oui? Là, je veux pas te couper. Vas-y. Non, vas-y. Okay. Ben, on peut faire des crunchs si on est bien stabilisé. Les chances sont stabilisées au niveau du transverse. Les chances sont qu'en fin de grossesse, on ne sera pas capable de se stabiliser en faisant un crunch. J'ai vu des exceptions de femmes qui faisaient du pilates super intense. Il y avait un transverse là, comme
c'était genre béton leur affaire, qui faisaient des exercices assez avancés d'abdominaux jusque tard dans la grossesse. Mais c'est plutôt rare. Fait que pour la moyenne de la moyenne, c'est vrai que quand on fait le crunch, on va perdre notre stabilisation abdominale puis on va voir le dôme. Mm-hmm. Le fameux dôme, là, ça veut dire je suis en train de me créer une diastase abdominale. Ouais. Ça, on veut pas voir ça. On peut-tu en parler justement de la diastase tant qu'elle Ouais. est dans la thématique? On dirait qu'on s'était fait une belle planif de podcast avec toutes des thématiques. Hein, on part à droite, à gauche, mais c'est correct, on va passer au travers de Ça tout. va être intéressant, pareil. Ben oui. Puis au niveau de la diastase, justement, tu sais, concrètement, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi, comment Ouais. que ça se crée chez la femme, justement, puis c'est quoi les symptômes? La diastase abdominale, comme la définition théorique, là, c'est une déchirure de la ligne blanche. La ligne blanche, c'est le tissu tendineux qui relie les deux moitiés de notre grand droit, qui serait le six-pack là, ou la tablette de chocolat. Là. Il y a une ligne dans le milieu de tissu tendineux. Ça, c'est la ligne blanche. Fait que théoriquement, elle devrait être déchirée pour dire « tu as une diastase ». Mais le mot diastase est pitché un peu à gauche puis à droite, mais moi, je l'utilise souvent pour parler de l'amincissement de la ligne blanche. C'est-à-dire qu'à peu près 100% des femmes vont avoir un certain degré de séparation, si on veut, des deux moitiés du grand droit, puis la ligne blanche va s'amincir, mais va pas nécessairement déchirer. Une déchirure de la ligne blanche, on peut diagnostiquer ça par un thérapeute qui a des super bons skills de palpation ou un écho. Fait que, tu sais, c'est pas parce que nécessairement qu'on a un amincissement de la ligne blanche qu'on a une diastase pure, là, tu sais, au niveau de c'est quoi la définition théorique. Et ce qu'on veut, en fait, pourquoi on veut éviter d'avoir une diastase, c'est que s'il y a un risque d'hernie après, parce que c'est comme, tu sais, nos couches abdominales, c'est ça qui retient là, nos organes dans notre cavité abdominale. Plus la grossesse avance, en plus que le transverse va devenir surétiré et inhibé. Il y a même des études qui démontrent, que j'ai regardé récemment, qui mesurait l'épaisseur du transverse, genre à 36 semaines de grossesse, puis après ça, 6 mois post-natal. Puis, tu sais, il y avait comme une perte de musculaire, d'atrophie d'à peu près 25%. Fait qu'on a un transverse qui est beaucoup plus mince, plus inhibé. Là, après ça, on rajoute là-dessus un grand droit où la ligne blanche va être comme écartillée et mince. Là, on pourrait avoir un risque d'hernie. C'est ça, c'est comme une des raisons principales qu'on veut éviter ça. L'autre raison, c'est l'aspect esthétique. Ça fait un effet de gapping là, au niveau du nombril. Souvent, c'est ça, les femmes n'aimeront pas, fait que voudront pas avoir ça, quoique c'est tous des changements qui sont normaux. Puis le corps de la femme qui est dans la maternité est beau, est valide, est normal. Mais souvent, les mamans vont me dire qu'ils veulent régler leur diastase parce qu'il y a l'aspect aussi comme physique. Mais l'autre affaire, c'est que quand j'ai une diastase, j'ai comme des groupes musculaires qui sont dysfonctionnels. Fait que ça va être difficile d'aller stabiliser le dos. Fait que ça me prédispose à avoir des douleurs lombaires là, quand même pas mal. Là, le fait d'avoir une diastase non résolue. Puis les facteurs de risque là, pour la diastase, c'est justement de sursolliciter son grand droit durant la grossesse. Parce que normalement, mon grand droit va contracter vers l'intérieur, vers le nombril. Les deux moitiés de la tablette de chocolat vont comme se rapprocher. Puis là, plus mon abdomen grossit, plus le genre de bras de levier du muscle change. Puis quand je vais contracter, au lieu d'aller vers le nombril, les deux moitiés vont aller vers l'extérieur. Fait que là, on sent que ça tire, on peut visualiser que ça tire puis que ça amincit, élargit la ligne blanche. Fait que tout ce qui est flexion du tronc, soit surcharge là, en faisant des crunchs, mais même dans les mouvements fonctionnels, fait que se relever du lit en se donnant une swing, se coucher en se donnant une swing, c'est comme faire un redressement assis, soulever, admettons, sont plus vieux ou ses enfants, mais en se penchant, en faisant une flexion du tronc au lieu de faire un beau squat super ergonomique. Flexion du tronc surcharge. Fait que tous ces mouvements-là, portez attention. Lever des sacs d'épicerie, n'importe quoi, là, on se pencherait pour soulever quelque chose. Mm-hmm. Fait que c'est de changer, autrement dit, toute son ergonomie en lien avec la grossesse pour justement pas... Mm-hmm. Puis on le dit assez souvent de justement pas forcer du dos. Là, on entend souvent ça, mettons, pour les gens qui ont des hernies ou les gens qui ont déjà eu des blessures au dos, de tout le temps, descendre très droit puis de pousser avec les jambes quand on lève des charges. Mm-hmm. Mais c'est d'autant plus valide dans un cas de grossesse, notamment pour le volet diastase. Outre les flexions du tronc, y a-t-il autre chose? T'sais, mettons, en faisant un squat, est-ce qu'il y a possibilité de... Non, pas si on est bien stabilisé. Le squat,
risque, là, si je peux dire, c'est que si on manque de stabilisation abdominale, on est comme en position d'ouverture des jambes. Fait que là, c'est mon périnée qui est dans une position un peu plus vulnérable. Fait que si je stabilise pas bien mes abdominaux profonds, puis ma bédaine, elle va comme popper vers l'extérieur. C'est ça ça va paraître comme ça quand on se regarde dans le miroir, savoir si on est stabilisé ou pas. T'sais, notre nombril devrait être engagé. Bien, ça va faire une pression vers le bas sur mes organes. Fait que le squat mal stabilisé, c'est plus comme risque de lourdeur vaginale, descente d'organes. C'est plus ça, là, à faire attention avec le squat que la diastase. En tant que tel, là, Ouais. Fait que comme chaque exercice a ses spécificités, mettons, selon justement dans quelle position tu mets le corps. Mais après ça, c'est juste de t'assurer, tu sais, tantôt, je pense que tu l'as mentionné, que la chose la plus importante, c'était le volet stabilisation. Tu sais, dans le sens, dans tous les exercices, que ce soit définitivement. des exercices musculaires. Autant pour la santé pelvienne, particulièrement pour la santé pelvienne des femmes, mais pour toutes, là. Toutes les conditions orthopédiques, là, je veux dire, pourraient bénéficier de... n'importe qui a mal à quelque part pourrait voir des bénéfices à s'assurer qu'il y a un bon timing d'activation de ses stabilisateurs avant d'engager ses muscles mobilisateurs. S'assurer que sa colonne est soutenue là, par les bons muscles avant d'aller prendre des poids, par exemple. Puis ça, quand tu le travailles, mettons, en clinique avec des patients ou des patientes, tu sais, comment que tu leur enseignes un peu comment faire de la stabilisation? Ça dépend de leur niveau. Tu sais, souvent, je vais utiliser la consigne de comme rentrer le nombril profondément vers la colonne. Mais des fois, chez la femme enceinte et ou postpartum, il y a déjà une inhibition du muscle qui s'est installée. Fait que si c'est comme un muscle qu'on n'a jamais travaillé avant, ça peut être difficile d'aller recruter ce muscle-là volontairement. Tu sais, il est comme... Vu qu'il se surétire, là, tu l'as dit dans le premier épisode, c'est comme les fibres qui se chevauchent au niveau d'un muscle, mais plus que le muscle va comme s'étirer avec la grossesse, les fibres d'actine puis de myosine, d'habitude, vont venir comme faire un crochet puis comme s'accrocher ensemble, faire la contraction. Bien là, ils peuvent comme plus venir s'accrocher. Fait que là, il y a comme... C'est dur d'aller recruter le muscle. Fait que dans ce temps-là, je vais utiliser l'expiration beaucoup. Fait que quand on fait une expiration qui est forcée, par exemple, quand je tousse ou quand je souffle dans une balloune, mettons, je soufflerais dans mon poing comme si je soufflais un ballon en rubber, bien là, je vais aller recruter mes abdominaux profonds parce qu'ils s'engagent, oui, à la stabilisation abdominale, mais aussi à l'expiration forcée. Fait que ça, c'est une belle façon de faire engager le transverse à quelqu'un qui ne comprend pas en tout comment l'engager parce que ça se fait comme tout seul quand on force l'expiration. C'est la première fois que j'entends ça. Je pense que c'est une belle façon. Oui. Mais on l'entend souvent. Là, moi, de la façon que je l'ai appris, c'est genre t'es couché sur le dos puis tu rentres le nombril dans la colonne. Oui, mais ça ne comprend pas la personne. Non, c'est ça. Mais là, t'arrives à un point que ton patient en avant de toi, il ne comprend pas partout. OK, puis là, t'es comme... rapproche les iliaques. Là, essaye avec le périnée. Ne comprend pas c'est quoi le périnée. Là, c'est comme, OK, 3 petits points, criquet. Tu sais plus quoi dire. Non, c'est fait que ça, c'est une de mes façons préférées. Là. OK. Ouais. Super intéressant aussi, tu sais, pour toutes les femmes qui veulent juste rester, commencer à respirer, tu sais, respiration abdominale en pleine conscience aussi, ça peut déjà vous aider à sentir vos stabilisateurs puis d'être plus conscient aussi de votre... Oui, fait qu'on peut utiliser la respiration pour 2 volets, comme à l'inspiration, ça va plus aller relâcher le périnée, on peut prendre une grande inspiration comme avec le ventre puis sentir notre périnée qui se relâche. Puis à l'expiration, on peut allonger l'expiration puis faire comme si on soufflait dans un ballon puis venir sentir nos muscles profonds s'activer, autant le périnée que le transverse, puis y aller avec ça. 100%. Fait que, excuse-moi. Pour venir justement au volet, tu sais, grossesse, entraînement, de ce que je comprends, c'est que selon les trimestres, dans le fond, c'est juste d'écouter son corps, de faire attention, d'être bien stabilisé, d'aller chercher des activités que vous avez déjà faites, du moins dans le sens de ne pas commencer une nouvelle activité dans une intensité à laquelle vous êtes déjà allé, qui peut être moindre aussi selon les signes et symptômes qui vont potentiellement apparaître. Niveau impact, tu avais mentionné qu'il n'y avait pas nécessairement de contre-indication, en moins qu'il y ait des symptômes qui apparaissent. Fait que, mettons, à la course, on a des fuites à 1 heure, bien là, on viendrait jouer sur l'intensité ou potentiellement changer l'activité pour avoir moins d'impact. Aussi. Tu sais, il faut aussi se demander, se questionner pourquoi c'est cette activité-là qu'on choisit. Peut-être qu'on parle d'une maman athlète, que le sport, ça fait partie de sa vie, que, tu sais, elle a fait ça, ça prend une grosse partie de sa vie puis de son identité puis qu'elle a besoin de ça pour se sentir bien. Mais si c'est pas le cas, pourquoi c'est la course, l'activité de choix? Est-ce qu'on est encore dans un mindset de performance? Tu sais, si on s'ostine à faire de la course, même si on a des fuites urinaires, pourquoi on persiste? Fait que c'est quoi les bienfaits que ça nous apporte? On pourrait-tu
aller chercher ces bienfaits-là dans une autre activité. Qui entraînerait Je pas laisse, qui entraînerait pas de signes et symptômes. Ouais, tu sais, fait que des fois, je pense que c'est insidieux, là, la performance. On est élevé là-dedans, on est habitué de se comparer aux autres, ça fait partie de notre culture. Fait que dire, là, faut pas être dans la performance quand on est enceinte, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile de le filer pour vrai en dedans de soi. Fait que c'est de se poser les bonnes questions pour rester active, mais se sentir bien dans son corps, puis voir quelle activité on choisit, qu'est-ce que ça nous apporte. Fait que c'est un peu le cas de figure que je vois quelqu'un qui continuerait de faire des activités de haute intensité avec beaucoup d'impact. C'est quelqu'un que vraiment, ça fait partie d'elle, là, de l'aspect du sport, puis cette activité-là en particulier. Là, genre, je vois plus la typique athlète là, que... Ouais. 100%. Ouais. Puis en lien avec tout ce qui est justement, tu sais, diabète de grossesse, conditions associées, tu sais, j'imagine que les recommandations, ils vont en fonction de la personne à proprement dit. Mais je pense qu'il y avait quelque chose en lien avec les chutes de pression de mémoire. C'est ça? Ce que j'avais noté, c'était que, quand on fait des activités de haute intensité, parce que ce qui est suggéré, c'est l'intensité modérée, fait que 70% de son rythme cardiaque max, qui est 220 moins l'âge, mais c'est comme pas tant fiable toujours quand... à tes souhaits. Quand on est enceinte, fait que on peut utiliser plus l'échelle de Borg que tu connais peut-être. Ouais, l'échelle de perception de l'effort. C'est ça, à 13-14 sur 20. Mais si on est comme dans plus intense que l'intensité modérée pendant 45 minutes, mais là, on peut faire attention à l'hypoglycémie parce que là, les demandes énergétiques sont beaucoup plus grandes quand on est enceinte. Fait que si on s'en va faire des randonnées du plein air là, pendant plusieurs heures, tu as planifié d'avoir des collations, de l'eau, parce que ça se pourrait qu'on ait une baisse d'énergie plus rapidement que ce qu'on est habitué en temps normal. Je comprends. Ouais. Mais je pense que de base aussi, en étant enceinte, c'est important d'être préparée à tout. Moi, je vis pas une grossesse, mais on dirait qu'à chaque fois, je vais en hike, j'ai tout le temps 10 collations. Puis là, j'ai des collations pour mes amis, juste pour être sûre. Fait que je pense que c'est important, justement, de tout le temps se traîner un petit kit de survie au cas où, justement, qu'on verrait une petite baisse d'énergie. Puis, mettons qu'on embarque dans tout ce qui est postpartum. Donc, suite à l'accouchement, on a parlé aussi des délais. Tu sais, moi, de ce que la littérature que j'avais eue, c'est que c'est 6 semaines avant le retour au sport de façon générale. C'est quoi un peu les recommandations que tu as eu la chance de consulter? Oui, ça, c'est mes recommandations à moi. J'ai pas, c'était pas dans les articles scientifiques que j'ai lus. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs pas clairs. Je suis pas sûre qu'il y a énormément d'études qui donnent aussi un timing clair. Fait que moi, j'y vais selon les principes de guérison qu'on nous apprend habituellement en physio, comme la logique de la physiothérapie, mais appliquée au niveau des organes puis au niveau de la guérison du périnée. Fait que c'est vraiment avec ça que j'y vais pour être le plus safe possible. Parce que pourquoi on veut respecter certains principes de guérison durant la période postpartum? C'est le truc principal, là, c'est d'éviter une descente d'organes. Parce qu'un coup que c'est descendu un organe, pas que c'est impossible de le faire remonter, mais c'est plus difficile. Puis c'est un problème qui est quand même alarmant pour les femmes à qui ça arrive. Fait qu'on veut prévenir ça. Puis il faut voir que quand on est durant la grossesse, nos organes sont comme vraiment squeezés là, vers le bas à cause que bébé prend la place. Puis après ça, on s'en va pousser. Si on a fait une préparation physio, on va peut-être avoir une technique de poussée un peu plus protectrice de nos organes. Si on se fait dire de pousser en Valsalva à l'hôpital, on pousse, tu sais, tout. Là. On peut pas juste pousser bébé. Je pousse ma vessie, je pousse mon rectum, je pousse bébé, je pousse tout. Je peux pas juste isoler la poussée à une portion, là, genre, si on veut. Donc, il y a énormément eu de pression sur mes organes vers le bas. Eux sont retenus dans le bassin par des structures internes qui sont les ligaments et par le périnée. Mais là, quand j'ai la naissance, ça vient souvent, il va y avoir une partielle déchirure ou plus importante déchirure, ça va venir grandement inhiber mon périnée. Parce que nos muscles profonds, quand ils sont blessés, leur réaction, c'est l'inhibition. Les muscles superficiels, quand ils sont blessés, c'est plus comme les tensions. Muscles inhibés, muscles qui ne contractent plus. Fait que là, j'ai un organe qui est en position basse. Mes ligaments ont été surétirés parce que j'ai poussé dessus puis j'ai été enceinte pendant 9 semaines. En plus, j'ai de la relaxine, fait que ça relaxe mes ligaments. La relaxine, c'est l'hormone qui sert à rendre le bassin plus mobile pour avoir une belle ouverture pour que bébé passe. Puis, j'ai un muscle qui est inhibé, fait que moins de support pour mes organes. Donc, si j'escamote ou que je bypasse la période de repos de guérison,
j'ai des chances que mes organes ne guérissent pas en position surélevée. Que mes ligaments n'auront pas la chance de comme guérir en position raccourcie, puis ils vont rester étirés, comme un élastique qu'on tirait dessus, mais il y a comme pas de capacité que ça revienne. Donc, ça va me mettre à risque de développer une descente d'organes parce que mon organe va guérir en position plus basse. Puis ça, je m'en rendrai pas compte jusqu'à temps qu'il soit bien proche de mon entrée vaginale. Parce qu'à l'intérieur, j'ai pas de récepteurs sensitifs comme j'ai à l'extérieur. Fait accoucher puis avoir une grossesse, c'est un peu comme avoir une entorse ligamentaire, genre grade 2 de mes organes. C'est juste que je le sentirais pas comme si j'avais une entorse de ma cheville où elle serait bleue, inflammée. Puis là, ça m'empêcherait de marcher dessus. Tu sais de quoi ça a l'air une cheville foulée. Fait que là, t'as 2 semaines, c'est sûr que tu marcheras pas sur ta cheville. Puis après, tu vas aller faire ta physio pendant 6 semaines avant d'aller courir là-dessus. Mais c'est pareil, c'est juste que c'est invisible, puis on a moins de sensations. La sensation, elle apparaît plus en périphérie du vagin. Là, on va le sentir quand l'organe est rendu dans cette position-là. Sauf que souvent, j'imagine qu'il est trop tard, mais c'est un cas qui est plus alarmant, mettons, quand on arrive à ce point-là. Il n'est pas trop tard, mais ça demande plus c'est plus long de réadaptation, là, tu sais, là, c'est plus long. Il faut réadapter tout le transverse, tout le périnée. Les femmes sont plus découragées quand ils se rendent compte de ça aussi. Fait que c'est ça qu'on veut, c'est sûr qu'on veut éviter ça. Fait que la période de guérison, c'est vraiment important, là. As-tu des recommandations précises en termes de durée? On a parlé, mettons, une entorse, là, moi, je donne toujours 2 semaines, mais ça pourrait même être 3, de repos complet, entre guillemets. Puis ça, c'est quand même une recommandation qui est... comment dire? C'est pas égal. Toutes les physios n'ont pas la même recommandation, je crois. C'est encore un peu une zone grise, si je peux dire, là. Mais ça, c'est ce que moi, je préfère donner pour être certaine. Puis il y a aussi des études qui démontrent, comme par exemple en Asie, là, ils restent couchés pendant je sais pas combien de temps. Ils ont presque pas de symptômes pelviens 1 an postpartum parce qu'ils se reposent, les autres font juste ça dans la première année postpartum. Fait qu'il y a quand même un lien clair dans le sens entre plus je me repose, moins j'ai de symptômes pelviens. Fait que c'est un peu ça que je vais mettre de l'avant avec une période de repos comme de 2 semaines. Un peu comme si je me foulais une cheville. C'est la période comme d'inflammation ou c'est plus la guérison aiguë. Repos complet, pour moi, là, ça veut dire pas de position debout prolongée plus que 10-15 minutes. On va pas prendre une marche de 1 heure. Tu sais, irais-tu prendre une marche de 1 heure si t'avais achevé le foulé? Fait que même si ça a l'air comme léger, c'est à ne pas banaliser, là. On veut que nos organes se replacent à l'intérieur. On veut que notre périnée guérisse, on veut prendre le temps d'appliquer de la glace, de se reposer, de passer un peu de temps en position couchée, assis, c'est correct aussi, mais pas trop de temps prolongé debout, à faire des tâches ménagères, par là, la balayeuse de lavage, le Costco, tout le kit, là, tu sais. Fait que ça, c'est 2 semaines que je recommande, avec application de glace qu'on pourrait mettre au niveau du périnée, de la déchirure comme 3 à 4 fois par jour pour aider l'inflammation. Ensuite, après les 2 semaines, là, on peut recommencer graduellement à se mobiliser sans symptômes, fait qu'aller prendre des marches. Puis on va ajuster toujours la longueur ou l'intensité de ce qu'on va faire selon est-ce qu'on a des symptômes, oui ou non. Fait que, tu sais, d'habitude, l'activité que les femmes vont reprendre, c'est plus la marche au début. Puis c'est là qu'on voudrait faire notre réadaptation. Même concept que si on a n'importe quelle autre blessure, on ferait notre période de guérison aiguë. Des fois, notre physio va nous donner des conseils, mais comme... Faut que tu te reposes, tu mettes la compression, l'élévation, puis après ça, on pourra faire ta réadap, 6 semaines, puis après, tu vas pouvoir prendre tes sports graduellement. C'est comme tous les mêmes principes, dans le fond, que n'importe quelle autre blessure orthopédique, là. Moi, c'est sur ça que je me base, parce que la guérison ligamentaire, c'est 6 semaines. Fait que d'où le 6 semaines minimum. Ça pourrait être plus, pas grave, là, si c'est plus. Là. C'est ça, c'est pas, mettons, tu fais du crossfit haute intensité, t'arrêtes pour l'accouchement, puis tu recommences 6 semaines direct après, dans le sens où il y a une espèce d'ascension graduelle à faire ça. Aussi. Là. Ben, pour moi, c'est sûr que là, moi, je suis physio, fait qu'il y a comme... Moi, dans ma tête, c'est comme, ben là, il faudrait faire la réadap, fait que réadapter le périnée, les abdominaux profonds, s'assurer qu'on a toutes les qualités musculaires adéquates, là, bonne souplesse, tonus normal, bonne force, bonne endurance, bon timing d'activation, avant d'aller s'engager dans des activités sportives qui vont me demander tous ces éléments-là à mes muscles. Si je les ai pas travaillés, ils vont pas apparaître comme par magie, là.
Fait que là, tu fais ta réadap pour travailler ça. Puis après, tu reprends tes sports avec une modification du volume, de l'intensité, puis des paramètres que tu pourras augmenter graduellement selon comment tu te sens dans ton corps. Fait que tu peux commencer avec des intervalles, peu de charge, puis là, voir, j'ai-tu des fuites, j'ai-tu une lourdeur, j'ai-tu mal au dos? Non. OK, mettons, je vais faire 3 trainings avec ces paramètres-là. Après ça, je vais augmenter un peu. Puis ça aussi, c'est une zone grise, là. Tu sais, j'ai pas de recette, là, comme t'augmentes de tant % à chaque semaine, tel paramètre, puis là, c'est vraiment comment je me sens, puis je m'adapte toujours à qu'est-ce qui va comme ressortir dans mon corps, là. Mm-hmm. Un peu comme dans le cas d'une blessure, dans le sens que moi, souvent, tu sais, qu'est-ce que je disais aux filles, c'est que tant que t'as pas touché à ta limite, tu sais pas réellement où ta limite. Dans un monde idéal, t'essaies d'évoluer sans nécessairement la dépasser, dans le sens où, mettons que tu commences, tu fais des squats, là, tu as ton retour, tu marches, tu fais ta rééducation, tu recommences à t'entraîner, ben tes squats, peut-être que semaine 1, t'es habitué de mettre 200 livres, mais là, peut-être que semaine 1, tu vas avoir juste le poids de ton corps. Là, la semaine d'après, ça va être 10 livres dans les mains. Est-ce que tu as eu des symptômes? Non. OK, on va aller en augmentant, mais c'est que dès que tu as des symptômes après ça, tu reviens à cause où est-ce que tu étais, puis tu essaies de progresser, mais tu peux pas recommencer exactement où est-ce que tu étais. C'est mieux d'y aller progressivement sans avoir de symptômes, j'imagine, pour tout ce qui est long terme aussi. Là. Oui, bien, c'est que c'est vraiment l'accouchement pour le périnée, c'est comme ça prend une réadaptation. C'est pareil comme n'importe quelle autre blessure. Il faudrait que la société commence à voir ça de cette façon-là. Tu sais, quand tu vas te faire opérer pour un genou, là, t'as je sais pas combien de rendez-vous de réadap après, là, payés par le gouvernement en plus. Fait que, puis ça c'est d'emblée. Ton chirurgien orthopédique te donne une prescription. Allez, voici, va faire ta physio à l'hôpital. Bien, quand tu as une césarienne ou même un accouchement par voie vaginale, ça devrait être ça aussi, parce que les impacts sont grands là, pour la femme après ça dans le long terme. Puis, tu sais, si on y va plus philosophique, là, ça désengorgerait aussi là, nos systèmes de santé, les gynécos, les urologues qui doivent traiter la finalité de tout ça. Mais si on y allait un peu plus en amont, on s'éviterait ça. Là. 100%. Ouais. Fait que de ce que je comprends, c'est qu'une fois après l'accouchement, ça serait d'aller, tu sais, soit consulter ou d'avoir du moins des outils, peu importe votre personne de référence. Puis par la suite, de vraiment reprendre le sport de façon graduelle, puis d'être vraiment à l'écoute un peu de notre corps aussi. Parce que justement, comme on parlait, le 6 semaines, c'est plus d'un point de vue ligamentaire, mais ça reste que ça veut pas dire que vos muscles, après 6 semaines, ils vont être en mesure. Tu sais, c'est pas un 6 semaines, c'est pas le lundi, ça fait mon 6 semaines, puis c'est un avant-après comme Reset. Cendrillon, puis là, je suis parfaite. Là. Il y a quand même une progression à faire, puis c'est pas parce que vos ligaments sont revenus que la musculature, les stabilisateurs sont prêts nécessairement à faire face à cette intensité-là. Exact. Particulièrement dans le cas de peut-être une césarienne où l'on voudrait attendre plus comme 8 semaines, c'est plus le temps de guérison de la cicatrice aussi, là, tu sais, qu'on se base avant la reprise de sport ou grossesse de jumeaux. Beaucoup plus d'inhibition du transverse parce qu'il y a beaucoup plus d'étirements. Fait que c'est des cas où on voudrait aussi spécialement, là, dans ces cas-là, faire une réadaptation au niveau abdominopelvien. 100%. Puis il y avait aussi la partie, on n'a pas parlé tantôt au niveau du pré-accouchement, la période de grossesse, dans le sens, il y a pas l'alternative, mais l'intervention aussi de la relaxine dans le corps aussi, de peut-être, tu sais, on parlait beaucoup d'être en pleine conscience de son corps, d'être en stabilisation, mais d'autant plus de faire attention dans vos amplitudes articulaires parce que la relaxine, en fond, vient évidemment relaxer, tu sais, tout ce qui est structure, stabilisation inerte, ce qui fait que c'est un peu comme si vos articulations étaient toutes un petit peu plus mobiles, ce qui entraîne à plus de risques de blessures, notamment sur toutes vos articulations. Fait que de juste faire un petit peu plus attention, d'être plus en conscience du mouvement, parce que c'est plus facile d'aller trop loin puis justement de se blesser. Puis déjà que vous allez accoucher dans une couple de semaines, on peut-tu au moins, si en plus vous avez mal dans le dos, vous avez mal à un genou, ça ne nous avantage pas justement. Déjà que c'est une belle épreuve, si on pourrait arriver à 100%, c'est déjà... on met toutes les chances de son côté. Je suis très d'accord. Oui, surtout pour celles qui sont des fois potentiellement hyper laxes au départ. Puis si on manque en plus de stabilisation abdominale, puis on a l'effet de la relaxine, imagine-tu tout le load que ça met sur les articulations, puis les ligaments, fait que c'est sûr que c'est pas idéal. 100%. Postpartum, on avait-tu couvert quand même tout le volet? Y avait-tu autre chose que tu voulais mentionner en lien
avec le postpartum, je sais qu'on a parlé, dans le fond, de tout ce qui est rééducation, fait que d'y aller à son rythme aussi. J'imagine que les do or don'ts, on avait parlé aussi, j'avais écrit do or don'ts, fait que ça serait justement ça serait d'aller faire des exercices, de prévenir, d'être vraiment à l'écoute de son corps, de prendre le temps de reprendre de façon progressive. Puis les don'ts, ça serait justement de recommencer dans une trop grosse intensité, de pas nécessairement donner le temps à son corps de revenir. Puis post-accouchement, ça serait de pas prendre du temps de repos aussi. Exact. Moi, je dirais ça le principal. Skipper une période de repos, une bonne période de repos, puis vouloir tout de suite recommencer à se mobiliser trop vite. Ça, c'est comme mon don principal. Et ou ne pas écouter ses symptômes, là, parce que je ne l'ai pas dit encore, mais ce n'est jamais normal d'avoir des symptômes. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup là, qui vont consulter pour X problèmes, puis là, je leur demande, admettons, des douleurs sexuelles. Puis là, je leur demande s'ils ont des fuites, puis là, ils me disent non. Mais là, quand je questionne, je me rends compte que, ben oui, des fois, ils ont des petites fuites quand il y a une quinte de toux. Mais c'est comme normalisé. Mais ce n'est jamais normal d'avoir juste une petite fuite. Quand j'ai eu juste une petite fuite, j'ai des dysfonctions importantes au niveau musculaire. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Puis, largement, les problèmes de santé pelvienne de la femme sont normalisés. C'est juste une petite fuite. C'est normal d'avoir mal aux relations. T'sais. Fait que c'est jamais normal, même si c'est juste quand on saute avec 10 livres ou peu importe. Fait que c'est comme toujours à prendre en considération que c'est quand même important. Puis il y a des choses à faire pour régler ça aussi. Là. Pour prévenir le tout. Fait que je pense que c'est pas mal ce qui conclut notre podcast en lien avec justement la grossesse. Je pense qu'on avait petit onglet questions aussi qu'on a eu par rapport justement à la grossesse. Je vais juste valider pour être sûre. En fait, il y avait les périodes justement de 6 semaines, c'est ça. Je pense qu'on a bien répondu aussi. L'autre question, c'était par rapport au vaginisme, mais ça, je pense qu'on va le couvrir plus dans la partie santé sexuelle. Fait que, outre que ça, je pense que ça faisait pas mal de tour des questions, à moins qu'il y en ait une que... Ça fait le tour. Peut-être je pourrais juste ajouter, j'avais rajouté une petite partie de réponse dans comment faire son retour au sport postpartum. Avec comme les critères que j'utilise en physio pour dire « OK, let's go, t'es prête pour reprendre le sport ». Fait que, tu sais, en fin de réadaptation, disons, à la semaine 6, quelqu'un qui aurait commencé sa réadapte super tôt à la semaine, genre, premier jour de la semaine 3, là. Faut que la force, elle soit de 5 sur 5. Fait qu'il faut être capable d'avoir une contraction qui est complète, en position debout, qu'on sent qu'on maintient bien, puis qu'on sent tout le relâchement. On voudrait être capable d'avoir une endurance de 10 secondes, 10 fois 3 séries. C'est quand même long, là, si on le laissait. On peut prendre un 5 secondes de repos entre chaque contraction. Pour les Kegels, ça? Oui, pour les Kegels. Excuse-moi. Vraiment. Oui, pour les contractions du périnée. Puis même chose pour la force, c'était pour le périnée. Puis au niveau du transverse, on va être capable d'avoir une bonne stabilisation avec des exercices de core de niveau de base. Là. Par exemple, 4 pattes, on lève un bras, être capable de se stabiliser avant d'aller faire des exercices plus avancés. Puis le timing, j'en ai pas tant parlé, là, mais on va appeler ça plus le contrôle moteur, le timing d'activation. On veut être sûr que même dans notre fonction quotidienne, c'est notre transverse qui s'engage en premier. Donc, quand je tousse, quand je ris, quand j'éternue, quand je me penche, quand je soulève une charge, je devrais avoir mon transverse puis mon périnée qui se recrutent pour verrouiller, qu'on appelle faire un verrouillage abdominaux-périnéal avant d'aller mettre de la charge là-dessus. Tousser, éternuer, rire, se moucher, les choses que j'ai nommées, c'est toutes des choses qui vont, des choses qu'on fait dans le quotidien qui vont mettre de la pression sur le bas vers le périnée. Fait que c'est pour ça qu'on devrait avoir cet effet-là de verrouillage. Fait que s'il y a des mamans postpartum qui nous écoutent, on peut faire le test de la toux, là, juste on tousse puis on regarde qu'est-ce qui se passe avec notre abdomen. Il y a fort à parier en postpartum immédiat que l'abdomen va bomber vers l'extérieur au lieu de s'engager. Fait que ça, c'est comme quelque chose aussi qu'on veut porter attention, là. Puis être certaine que ça, on a rééduqué ça avant de reprendre le sport, parce que si on n'a pas notre verrouillage ou notre timing de contraction dans notre fonctionnel, dans le quotidien, il y a fort à parier qu'il ne sera pas nécessairement présent quand on va faire nos activités sportives. Puis en ce sens-là, si on observe ces signes et symptômes-là, on va consulter, j'imagine. C'est pas une rééducation qui peut se faire autonome. Tu parles du verrouillage et tout ça. Ouais. C'est sûr que pour que le verrouillage soit efficace, il faut que mon muscle soit actif, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit endurant, parce que on peut, tu sais, souvent, je vais commencer à pratiquer le timing d'activation avec mes clientes, parce que ça, c'est comme un élément parmi
toutes les qualités qu'on veut avoir, comme que je te disais, là, le tonus, force, endurance, souplesse, timing d'activation, ben on peut pratiquer le timing, mais si mon muscle n'est pas assez fort, mon verrouillage il va être inefficace. Fait que, disons, la maman va me dire, ben je tousse, puis je me retiens, puis tout, je fais tout ce que tu me dis, mais ça coule pareil. Ouais, ben là, peut-être parce qu'on manque un peu de force, soit au niveau du transverse ou au niveau du périnée. Fait qu'on veut faire, oui, notre renforcement, nos Kegels, en même temps de travailler notre verrouillage. Fait que, oui, c'est quelque chose que une maman pourrait commencer à pratiquer sans nécessairement faire de rééducation périnéale, là, d'engager ça au bon moment. Mais si elle se rend compte qu'elle a des symptômes ou qu'elle n'est pas capable de le faire, bien là, c'est parce qu'il y a probablement d'autres choses à travailler. Fait que ça nous permet de mettre vraiment plus le doigt sur le bobo puis d'aligner un peu plus nos efforts sur la bonne option. Mais merci beaucoup ça me fait plaisir. pour ton temps, pour ta présence. C'était très apprécié. Si les femmes, justement, qui nous ont écoutés ont envie de te suivre, de connecter avec toi, où est-ce qu'on peut faire ça? Oui, bien, ça peut être sur mon compte Instagram où je suis plus active. C'est Corinne La Physio, corinne.la.physio. Je réponds à tous mes messages Instagram ou sinon via mon site web pelviphysio.com, Pelvie physio, physio.com. Merci beaucoup. Merci à toi.